Bonjour Louis Égard, comment vas-tu? Ça va bien toi, Paula? Ça va très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter, nous dire ce que tu fais et après ça, on va rentrer dans le plus spécifique. Super, mon nom est Louis Edgar Jean-François. Je suis président directeur général du groupe 3737. Le groupe 3737 est un écosystème d'accompagnement entrepreneurial. Je suis CPA de formation, heureux papa de 2 enfants avec une femme extraordinaire. Donc voilà, en quelques mots qui je suis. Je pense qu'on t'aime déjà. On n'a même pas besoin de continuer la conversation. Tout est beau, là. Écoute, c'est un bon gars, là, vous voyez ça. Mais en fait, peux-tu nous donner une idée de qui est le groupe 3737 et comment ça a commencé? Le groupe 3737, c'est un écosystème d'accompagnement entrepreneurial. Donc, ça a commencé avec la vision des cofondateurs, donc Franz Saint-Élémy et Vicky Joseph. L'idée à la base, c'était quoi? C'était de pouvoir mettre des entrepreneurs ensemble pour qu'ils puissent travailler ensemble, synergiser ensemble. Moi, personnellement, je suis comptable de formation, puis à l'époque, quand l'idée est venue de mettre en place cet écosystème-là, Franz m'a demandé, Edgar, en tant que comptable, est-ce que ça t'intéressait de t'installer dans cet écosystème-là, ce que j'ai accepté. Donc, on m'appelle affectueusement un bébé 3737. Donc, je suis là depuis tous les débuts. Puis, lorsque je suis arrivé dans l'écosystème 3737, j'avais une boîte avec 2 employés. 3 ans plus tard, ma boîte avait connu une croissance fulgurante, à travailler avec les entrepreneurs dans cet écosystème-là. Et on est arrivé avec une équipe de 12 personnes et ma boîte dépassait le million de chiffre d'affaires. Donc, ma boîte a connu une croissance fulgurante rapidement, mais aussi d'autres entreprises qui avaient commencé dans cet environnement du 3737. Mais on s'est dit, wow, en travaillant de façon informelle, on arrive à avoir des résultats. Imagine si on arrive à travailler, à mettre en place une structure formelle d'accompagnement entrepreneurial pour aider d'autres entrepreneurs à réaliser qu'est-ce qu'on avait réalisé de façon informelle. Donc, c'est là qu'en juin 2016, officiellement, on a mis en place l'entité, le groupe 3737. Puis, le groupe 3737, dans le fond, l'idée, c'est quoi? C'est de passer de cette structure informelle à une structure formelle avec la mise en place d'une structure formelle d'organismes à but non lucratif. Car le but du groupe 3737, c'est pas de faire de l'argent, c'est vraiment d'offrir un service pour aider des entrepreneurs, puis plus précisément des entrepreneurs issus de la diversité, de l'inclusion, à développer leurs projets. Donc, il y avait un enjeu, malheureusement, dans tout cet environnement entrepreneurial, au niveau du support entrepreneurial. Le support était très axé les meilleures entreprises. Okay. Et c'était très axé, si on veut, c'était très général, c'était très global. Par contre, ce que ça faisait en sorte, ça faisait que ça créait des gaps. Et ça faisait en sorte que les entrepreneurs issus de la diversité, malheureusement, ne bénéficiaient pas d'un accompagnement soutenu dans leur évolution entrepreneuriale. Donc, on s'est dit, écoute, on va essayer de couvrir ce manque-là. Donc, le groupe 3737, on s'est dit, on va offrir de l'accompagnement entrepreneurial assez, entre guillemets, laissés pour compte, puis pouvoir les amener à développer des projets porteurs, des projets en croissance, moteurs de développement économique, création d'emplois, créateurs de richesse. Donc voilà, structure formelle mise en place. L'objectif, c'est important de le mentionner, c'est qu'on a un objectif, bien qu'on utilise un véhicule économique qui est l'entrepreneuriat, mais notre objectif, c'est vraiment d'avoir un impact social. Un impact social et durable dans les collectivités. Donc c'est pour ça que dans cette idée d'avoir un impact social durable, on s'est dit on va utiliser le véhicule entrepreneurial pour pouvoir créer de l'emploi, changer, si on veut, la dynamique sociétale. À cet effet, on s'est installé stratégiquement dans le quartier Saint-Michel. Donc, un quartier qui est bien connu, mais considéré comme un quartier défavorisé de l'île de Montréal, qui, il n'y a pas si longtemps, a été considéré comme étant le 2e quartier le plus pauvre au Canada, après Montréal-Nord, qui est juste à côté. Donc, notre but, on s'est dit, écoute, on a une opportunité, regardons si notre modèle fonctionne, puis on s'est installé stratégiquement pour pouvoir contribuer à créer de l'activité commerciale dans ce quartier-là et être, si on veut, un vecteur de changement sociétal pour, conséquemment, atteindre notre objectif d'impact social, mais d'impact social durable. Ma première question, on oubliera si j'en ai posé d'autres. Est-ce que vous voyez déjà la différence dans le quartier Saint-Michel? Tout à fait. Merci de poser la question. Donc, on regarde, on est arrivé là, je me souviens en 2012. Il y avait vraiment, comme on dit, très peu d'activités commerciales dans le quartier Saint-Michel. Depuis notre arrivée,
Donc, on a un impact direct, donc sur l'accompagnement entrepreneurial, on a des impacts indirects. Je vais commencer par les impacts directs. On a, en date d'aujourd'hui, accompagné plus de 1200 entrepreneurs, on a participé à la création de plus de 700 emplois, et collectivement, nos entreprises ont généré plus de 180 millions de chiffres d'affaires. Donc ça, c'est un impact direct, et il y a des entreprises qui se sont établies dans le quartier Saint-Michel. On parle d'impact indirect. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis notre arrivée, il y a eu des condos qui ont été construits autour de nos bureaux. On a également un hôtel qui s'est construit en 2018, juste en face du groupe 3737. Je me souviens, pendant une période de 1 an et demi à peu près, là, c'était difficile de circuler autour, là, tellement qu'il y avait des travaux d'infrastructure, de rénovation. Donc ça, on est content de dire qu'on pense avoir eu un impact indirect dans la dynamisation de ce quartier-là. Autre anecdote, donc on est dans un building rénové, donc de 12 étages. Puis en 2012, quand l'opportunité est arrivée d'acheter un des étages, donc c'est des condos commerciaux qu'on appelle. Okay. Donc Franz et sa conjointe ont acheté un des étages. Puis l'idée, c'était quoi? C'était d'amener d'autres personnes à acheter des étages pour créer, si on veut, un mouvement économique dans ce building-là en premier, puis conséquemment dans le reste du quartier. Mais personne ne semblait vouloir prendre ce risque-là et de dire, mais le quartier Saint-Michel, quartier défavorisé, pourquoi que j'irais acheter un étage là? Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de... Fait qu'on s'est dit, bon, personne ne veut nous suivre. On va le faire. On va être les cobayes. Puis, comme de fait, on a pu créer de l'activité économique, du développement. Puis aujourd'hui, on est fiers de dire que dans le building, tous les étages, à part un, je pense le 9e étage, je pense, il n'est pas occupé. Donc là, encore une fois, on parle d'impact indirect. Mais je pense que notre travail a pu inspirer des personnes à... 11 des 12 étages sont... Exactement, sont complets. Exactement, sont complets. Exactement. Donc voilà, donc en termes d'impact, donc c'est un création de richesse. Exactement. Et on amène de l'économie dans la région. Puis on s'entend que s'ils sont là, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent, il faut... Tout à fait. Donc on crée des affaires, c'est plusieurs. Donc les étages sont remplis, donc il y a plusieurs entreprises qui sont venues s'installer. Puis là, il y a des synergies qui se créent entre étages. Il y a du mouvement qui se fait. C'est sûr qu'il y avait la COVID, mais avant COVID, c'était les États, tu sais, les gens se promenaient, il y avait vraiment de la grosse activité. Puis même là, maintenant, il y a la reprise, puis on le voit, l'activité dans le building, puis même dans le quartier, j'irais plus large, même dans le quartier. Donc voilà. Donc c'est OK. J'aime l'idée, en tout cas, dans ma tête, là, j'aime l'idée de venir d'un quartier et de retourner pour bonifier, comme tu dis, l'environnement. Pour moi, c'est cet aspect de un peu créer un héritage. Oui, tout à fait. Donc, et c'est un héritage qui va au-delà de tes enfants. Là, c'est un héritage pour un ensemble de la société. Là. Exactement. Donc, ça veut dire ce qu'on crée là maintenant, il n'y a pas juste mes enfants qui vont se dire, bon, on marche, on roule dans des voitures, ou on fait des folies ou quoi que ce soit, mais c'est toutes les familles qui en bénéficient. Exactement. L'idée, c'est d'avoir un impact durable. Donc, à la fin de la journée, puis c'est de pérenniser cet impact-là. Puis c'est comme ça qu'on cherche à travailler le plus possible. Et l'idée, dans ma tête aussi, c'est l'aspect où vous êtes un exemple vivant de ce qui peut se faire avec des gens qui nous ressemblent, avec des gens qui ont commencé comme nous. C'est bien dit. Donc, c'est pas la partie où, c'est un petit gars d'Hollywood, comment on appelle ça, ses parents sont multimillionnaires. Exact. Donc, ça fait toute une différence. Tout à fait. Quand on parle de travailler à la sueur de son front, cet environnement-là, cet écosystème-là a été bâti à la sueur du front de plusieurs personnes. Il y a eu le visionnaire derrière, il y a également ceux qui ont suivi la vision et qui ont amené, si on veut, le projet au niveau qu'il est aujourd'hui. Donc oui, c'est bien dit. Puis l'idée, c'est encore une fois, c'est le visionnaire, ceux qui ont cru en la vision, puis il y en a d'autres qui vont croire en la vision, puis qui vont pérenniser, si on veut, les activités et l'organisation. Donc on parle de la relève. Donc la relève... Parce que là, on donne un autre modèle. Voilà. Une autre façon de faire, une autre façon de voir, une autre façon de rêver. Exactement. Parce que, comme on dit, dans le quartier Saint-Michel, on ne s'attendait pas à voir des millionnaires. Des millionnaires qui nous ressemblent. Donc là, on renverse la balance, tout simplement. Tout à fait. Je vais te poser des questions, mais là, on va utiliser un autre petit véhicule. D'accord. 3 questions. Tu choisis lesquelles tu veux. Tu prends un petit morceau à la fois. J'ai jamais été très chanceux dans ce genre de trucs-là. OK. Tu l'ouvres, tu le lis
Ou bien tu peux me le donner, je le lis pour les autres, c'est comme tu veux. Oh. Tu vas le lire tout seul. Oh, t'es un grand garçon. OK. Que devrait-il se passer en 2022 pour que, arrivé en janvier 2023, quand vous ferez le bilan de votre année, vous soyez heureux et satisfait du progrès et du chemin accompli? Ah, c'est une bonne question. Euh, c'est quand même court terme quand même. On parle de 8 à 9 prochains mois. Ouais. Mais tu as déjà entamé 2022, mais tu savais déjà ce que tu voulais faire quand tu rentrais en 2022. Okay. C'est vrai, c'est bien dit, c'est bien dit. Mais ce que je vois, dans le fond, je mentionne toujours le mot écosystème. Puis je mentionne toujours le mot collaboration et le mot surtout synergie. Une des choses, je pense, qui, au cours des dernières années, qui a été créée, c'est, on parle de support, d'accompagnement pour les communautés de la diversité. Donc, il y a une prise de conscience par rapport à la diversité et l'inclusion, mais une prise de conscience également par rapport aux communautés noires. Les communautés noires vivent depuis longtemps des enjeux. On parle des enjeux d'accès. On parle de différents enjeux sociétals. Souvent, ce qui est dit, c'est que malheureusement, les collectivités noires travaillent en silo. Je suis content et heureux de voir et de constater du moins au cours de la dernière année, il y a une mobilisation à ce niveau-là, puis il y a des vraies synergies qui se créent, des vrais écosystèmes de support des communautés noires. Donc, mon rêve et mon ambition, c'est que ces efforts-là se poursuivent jusqu'à, on parle de janvier 2023, mais au-delà de janvier 2023, et de faire en sorte que les collectivités noires continuent de se renforcer, soient fortes, et aussi au niveau de création de ressources, mais soit une collectivité qui est pérenne au niveau de la création de ressources. Donc voilà mon rêve, mais je pense que c'est un rêve qui est en train de devenir réalité. Donc voilà. Bon, point de départ, on continue. Une autre. OK, c'est la prochaine, je vais te la faire lire, la prochaine. Ah, tu veux que je la lise? Okay. Laissez-la lire. Ouais. Bon, on va lire ça. On va faire semblant que je sais lire parce que des fois, quand on nous regarde, on perd le fil. Ah! Oh. Quelles sont les 3 personnes que tu n'as pas encore rencontrées personnellement, mais avec qui tu aimerais avoir une conversation? Wow. Et pourquoi? Oh, OK. Ces 3 personnes. 3 personnes. OK, le premier qui me vient en tête rapidement, c'est Barack Obama. Yeah. Donc, le premier président noir des États-Unis, un modèle et un modèle aussi d'inspiration à des jeunes des collectivités noires à croire en eux puis à voir que c'est possible en tant que noir de devenir président des États-Unis qui, selon les dires, est le poste hiérarchique numéro 1 dans le monde, et je peux même l'étendre à l'univers. Donc, Barack Obama, une petite anecdote, je dis toujours à ma femme, si un jour tu me trompes, la seule personne avec qui j'accepte que tu me trompes, c'est Barack Obama. OK. Ce qui n'est pas un mauvais choix. Qu'on appelle ça, tu dis au moins essaie de reconnaître un bon potentiel. C'est bon. OK. Donc, Barack Obama, c'est une de ces personnes-là. L'autre personne, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela a été transformateur. Il s'est battu pour ses convictions jusqu'à la fin. Il a été emprisonné une 30aine d'années en restant ferme sur ses convictions, puis aider les collectivités noires. Puis, en étant ferme dans ses convictions, il a été très ferme sur ses positions. Je me souviens, j'écoutais une de ses entrevues et il y a un journaliste qui posait la question pour, je ne sais pas, pour peut-être le piéger ou peut-être essayer de le rendre inconfortable. À l'époque, il questionnait ses liens, je ne sais plus, avec le régime de... Non, avec la... Je pense que c'est Yasser Arafat. En tout cas, un leader qui ne faisait pas... C'était qui? Ah, d'accord. Ça se peut. C'est ça. OK.
C'est ça, donc c'est possible. Donc, par contre, ce qu'il disait, là, le journaliste se posait la question, puis il lui a dit, donc le journaliste essaie de le piéger, lui dire, mais pourquoi tu as des liens avec ce genre de personne-là? Tu n'es pas une personne aussi sainte. Puis à la fin de la journée, ce qu'il a dit, puis ça m'avait frappé, c'est, en tant à l'époque, il était président de l'Afrique du Sud à l'époque. C'est pas la même chose, c'est ça, c'est pas la même chose. Il était président de l'Afrique du Sud. Mais tout ça pour dire, c'est que, en tant que président, lui, il est là pour servir sa communauté. Il est là pour servir son peuple. Puis le journaliste questionnait les relations que lui avait en tant que président avec cette personne-là. Je me souviens plus c'est qui, mais c'est cette personne. Mais une personne très connue, là, une personne là, qui ne faisait pas l'unanimité, qui est même considérée comme un dictateur ou un tyran. Je pense que c'était... je sais pas. C'est président congolais? En tout cas, je sais plus. Je me souviens plus. Mais tout ça pour dire que lui, ce qu'il a dit, sa réponse a été la suivante, c'est que moi, à la fin de la journée, je sers mon peuple. Ouais. Puis si mon peuple, c'est un peuple qui a été aidé par le peuple de cette personne-là. Donc, si cette personne-là aide mon peuple à se développer, à s'émanciper, à changer sa trajectoire, puis le rend plus fort, mais c'est sûr que moi, cette personne-là, je le considère comme un ami et un allié. Et je vais continuer de travailler avec cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle continue de renforcer mon peuple. Peu importe comment vous vous percevez en Occident, ou peu importe, mais cette personne-là travaille à renforcer mon peuple. Puis ça m'avait marqué. Tu sais, de toujours vouloir travailler à la fin de la journée. On parle des collectivités noires. Moi, personnellement, ça m'inspire à continuer le travail que je fais pour venir renforcer ces collectivités-là qui font face à des enjeux qui, malheureusement, sont marginalisés. Donc, c'est important, peu importe. On parle de collaboration, de synergie. N'importe qui veut être synergique pour pouvoir aider à renforcer ces collectivités-là noires. On peut travailler ensemble. On peut travailler ensemble. Yeah. Donc là, ça fait 2. Ça fait troisième personne, mais troisième personne qui m'a réellement inspiré. Mais c'est quelqu'un que je connais. Donc je pense que ça compte pas. Ça compte? Quelqu'un que je connais, que je côtoie tous les jours. Que tu n'as pas encore rencontré. C'est ça, que je n'ai pas encore rencontré. C'est une bonne question. Jay-Z. Jay-Z qui est un rappeur. Tout le monde connaît Jay-Z. Jay-Z qui est là depuis longtemps. Puis c'est de voir quelqu'un qui est parti. C'était un vendeur de drogue, un dealer de drogue, qui a pu travailler à changer sa trajectoire, qui a utilisé un talent qu'il avait pour créer de la musique, puis de la bonne musique, pour voir aujourd'hui qu'il est maintenant milliardaire, qu'il n'est pas seulement maintenant un rappeur, c'est aussi un entrepreneur. C'est également quelqu'un qui s'implique, qui a un impact dans les collectivités, puis qui vient également inspirer. Donc, Jay-Z est une de ces autres personnes-là avec qui, là, je m'asserais, puis je me dirais, ben écoute, comment tu as fait? On échange. Voilà, on échange. Voilà. Dernière. Voilà. Ah, tu veux que je lise Oui, encore? je vais OK, on va lire. On va remettre les autres maintenant, donc on peut aller jouer avec celle-là. Ah, celle-là est une qui est plus facile. Ah. Il n'y a pas longtemps, tu me parlais de vacances, donc là, on va aller voir ce que ça nous dit. Oh, OK. Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, quelle serait ta destination privilégiée? Ben, le premier, là, c'est un pays chaud. Et? Je suis fier d'être québécois, je suis fier d'être canadien, je suis né ici au Canada, au Québec. J'ai grandi ici, mais le froid, je ne suis pas capable, je ne m'habituerai jamais et je ne pense pas m'habituer un jour au froid. Donc, je reste parce qu'il y a valeur ajoutée ici, mais si je pouvais aller quelque part où il faisait chaud, j'irais où? Donc, j'irais quelque part dans les Caraïbes. Okay. Et, mais là, je dirais plus, il y a une curiosité parce que j'ai jamais été. Je parle de la Guadeloupe ou de la Martinique. Okay. Donc, j'ai toujours aussi cette connexion-là avec la France. J'ai fait plusieurs fois. C'est le seul pays, à part Haïti, où j'ai été plusieurs fois. Okay. Par amour. Parce que j'aime un peu, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime. Je sais pas comment l'expliquer, quelque chose que j'aime en France. Fait que je me dis, pourquoi pas combiner les Caraïbes et les territoires considérés comme français. Bon, c'est sûr que c'est un territoire colonisé, bien sûr, mais bon, c'est un territoire français. Donc,
Guadeloupe ou Martinique, Martinique. ce serait des destinations Ah pour oui. moi. Il y a du beau monde, Ouais. il y a beaucoup de culture et il y a des plages. Ah oui, Il y a des plages à fin d'horizon, là, donc... le plus important, les mais plages. non, non, La mer. quand il faut se reposer, il faut à se fait. tremper les pieds Voilà. quelque part. On ne peut pas Exact. simplement se tremper les pieds dans la neige Non, exactement. ou dans la piscine. Ou dans la piscine, ouais. Effectivement. La mer, La mer. naturelle, l'eau Oui, salée. oui, comme on dit, sentir le sable qui joue entre mes orteils. Exactement, thérapeutique. OK, donc je te laisse ça dans ta réflexion, Super. parce que tu parlais de vacances, que tu Oui. devrais prendre des vacances, ce qu'on rappelle à tout le Oui, monde. tout à fait. Excusez-nous de vous le rappeler. Oui, Il n'y a pas beaucoup de vacances hein, pour les entrepreneurs. C'est un Oui. équilibre très difficile à c'est ça. établir. donc tu sais, on parle souvent de santé mentale. L'entrepreneur, de règle générale, un entrepreneur est passionné. Ok, l'entrepreneur, il est passionné, puis lorsque on a une passion, ben, on ne compte pas les heures de travail. Bien que la passion, puis le cerveau veut continuer de travailler non-stop, mais le corps, il faut savoir reconnaître les limites du corps. Donc, on parle de vacances, il faut savoir, reconnaître les limites du corps, puis pouvoir aller chercher cette balance-là. Mais moi, personnellement, j'ai partagé un fait de vie. J'ai fait un épuisement professionnel. Donc, on parle d'enjeux de santé mentale, un épuisement professionnel. Et bien honnêtement, je ne souhaite ça à personne. Absolument J'ai dû arrêter la machine bien malgré moi, pendant plusieurs mois. Donc voilà, donc ce qu'on essaye de travailler avec nos entrepreneurs, c'est vraiment d'avoir cet équilibre-là, d'avoir cette balance de vie-là et de prendre des vacances quand il le faut. Puis même se Est-ce que je peux forcer. corriger un peu? Je vais juste corriger un peu le tir. Oui. Pas prendre des vacances quand il le faut. Il faut prendre des vacances régulièrement. Voilà, c'est bien Parce dit. que Oui. quand tu dis quand il le faut, à c'est que fait. là, tu es déjà sur la pente descendante, la glissante, donc Exact. tu dors du temps après tes Exactement, vacances. c'est vrai, c'est bien dit. Non, mais merci de la redirection. C'est pas quand il le faut le faire de façon intentionnelle et arrêter. Il y a quelqu'un que je connais, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille 6 semaines consécutives, il prend 2 semaines. Il travaille 6 semaines consécutives, il prend 2 semaines. Donc, d'être intentionnel dans ses vacances, dans ses moments de pause, c'est très important, de façon Absolument. régulière. Oui. Ça te permet de refaire le plein et Oui. de revenir. Et puis ce qu'on oublie souvent en tant qu'entrepreneur, c'est quand je travaille de façon continue, le côté créatif diminue Oui. de plus en plus. Exactement. Tu vas prendre quelques jours et puis tout d'un coup, là, c'est comme... Comme on Ouais. dit, tout revient, Oui. puis c'est genre, oh mon Dieu, faudrait que je fasse ça plus souvent. Mais non, là, je m'enfonce encore. Je travaille Exact, beaucoup. exact. Mais il faut le vivre. Hein. Ouais. Souvent, les entrepreneurs, tu sais, sont tellement dans l'action, ils rentrent dedans, mais une fois qu'ils le vivent une fois, puis là, ils voient vraiment, ce que j'appelle des haha moments. Ah, mais ça, Donc, c'est j'ai ce que pas tu le temps de me apprends reposer. rapidement. Hein. C'est ça? Tu dois apprendre rapidement parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui apprennent pas rapidement. Oui, effectivement. Donc, vrai. c'est C'est cette vrai. partie où il faut comme on dit, on s'auto-régule On nous-mêmes s'auto-régule pour nous-mêmes. pouvoir être Tout à fait, efficace. tout à fait. Donc, ces haha moments-là, quand tu vis ces haha moments-là, je dis, je prends un repos, il y a telle idée qui me vient. Comme tu l'as dit, là, pop, plusieurs idées qui arrivent, puis là, à ce moment-là, après cette période de repos-là, mais il me semble qu'il y a un dynamisme au retour au travail, où ce que le projet prend encore plus d'ampleur, prend encore plus de momentum, plus d'élan. Donc oui, tout à fait, ça c'est un élément qui est important. Donc, merci beaucoup Merci de d'avoir m'avoir reçu. choisi de prendre un peu de temps avec nous. Oui! Et je te dis à la prochaine. Amen. Grand merci de m'avoir reçu, c'est vraiment extraordinaire. Puis félicitations pour tout le beau travail que tu fais. We're done.